Avant que l'Empire ottoman ne fasse trembler l'Europe, avant que les Balkans ne deviennent le champ de bataille de toutes les ambitions, il y avait un royaume médiéval qui défia les lois de la géographie, un État serbe qui s'étira entre les montagnes hostiles et les plaines convoitées, entre Byzance déclinante et la Hongrie affamée. Pourquoi ce royaume est-il devenu l'obsession de tous les historiens des Balkans? Pourquoi une seule bataille, un seul jour de juin 1389, continue-t-elle de hanter la mémoire collective? Qu'est-ce qui a transformé une défaite militaire en mythe fondateur? Pourquoi les Serbes parlent-ils encore de Kosovo-Polje comme si c'était hier? Et surtout, comment un peuple a-t-il construit son identité sur les ruines d'un champ de bataille? Mettez un like, abonnez-vous à la chaîne et bon visionnage. Cette histoire n'est pas seulement celle d'une bataille. C'est l'histoire d'un royaume qui a osé exister là où personne ne lui donnait sa chance. D'une culture qui a fleuri entre les empires. D'un peuple qui a transformé sa plus grande défaite en son mythe le plus puissant. Remontons au début, bien avant le drame de Kosovo-Polje, bien avant les sultans et les janissaires, il y avait des tribus slaves qui descendaient vers le sud. Au 6e et 7e siècle, ces populations franchissaient le Danube par vagues successives. Elles n'arrivaient pas en conquérants organisés, mais en groupes familiaux, en clans cherchant des terres. L'Empire byzantin, affaibli par les guerres perses et les épidémies, ne pouvait plus contrôler ses frontières du nord. Les Slaves s'installèrent dans les vallées, dans les montagnes, là où personne ne voulait vraiment vivre. Ils construisirent des villages de bois, cultivèrent les versants escarpés, élevèrent des moutons sur les hauts plateaux. Pendant des siècles, ils restèrent dans l'ombre des grands empires, invisibles dans les chroniques, sans état propre. Le monde qu'ils trouvèrent n'était pas vide. Des populations romanisées vivaient encore dans les anciennes cités romaines en ruine. Les routes pavées de l'Empire romain se couvraient d'herbe. Les aqueducs s'effondraient. Les thermes devenaient des carrières de pierre. Mais la mémoire de Rome restait vivante, gravée dans les ruines, dans les pièces de monnaie qu'on trouvait en labourant, dans les histoires qu'on se racontait le soir. Les Slaves absorbèrent ces populations, adoptèrent certains mots latins, apprirent à forger le fer dans les anciennes mines romaines. Ils devinrent montagnards par nécessité, paysans par survie, guerriers par obligation. Byzance, depuis Constantinople, observait ces territoires perdus avec nostalgie. L'empereur considérait toujours les Balkans comme partie intégrante de son empire, même s'il ne pouvait plus y envoyer d'armée. Les missionnaires byzantins montèrent vers le nord, portant des évangiles, des icônes, des liturgies en grec. Au IXe siècle, deux frères de Thessalonique, Syrie et Méthode, créèrent un alphabet pour les Slaves. L'alphabet glagolitique d'abord, puis le cyrillique. Ils traduisirent les textes sacrés, donnèrent aux Slaves une langue écrite, une culture littéraire, une connexion directe avec le christianisme orthodoxe. Ce fut un tournant silencieux, mais décisif. Les Serbes ne seraient pas seulement des paysans slaves, ils deviendraient les héritiers de Byzance, les gardiens de l'orthodoxie dans les Balkans. Les premières principautés serbes émergèrent au IXe et Xe siècle. Des chefs locaux, des jupans, contrôlaient des vallées, des forteresses, des troupeaux. Ils se battaient entre eux pour le contrôle des routes commerciales, des mines d'argent, des terres fertiles. La Rassie, la région autour de l'actuel sud-ouest de la Serbie, devint le cœur de ces formations politiques. Les jupans construisirent des églises en pierre, copiaient les manuscrits byzantins, mariaient leurs filles à des princes byzantins. Ils cherchaient la légitimité, la reconnaissance, le statut. Byzance les considérait comme des vassaux indisciplinés, mais utiles. La Hongrie, au nord, les voyait comme des barbares à convertir au catholicisme. Les Serbes naviguaient entre ces deux mondes, orthodoxes mais pragmatiques, byzantins mais indépendants. Au XIe siècle, un jupan particulièrement ambitieux, Vojislav, se révolta contre Byzance. Il battit les armées impériales, fonda une dynastie, établit une principauté stable en Dioclée, la région côtière proche de l'Adriatique. Son petit-fils
Constantin Baudin se fit même couronner roi, roi des Slaves, disaient les chroniques byzantines avec mépris. Mais le titre comptait. Il signifiait qu'un État serbe pouvait exister, qu'il pouvait avoir une cour, une administration, une armée. La Dioclée ne dura pas longtemps comme royaume indépendant. Les héritiers de Baudin se battirent entre eux, affaiblirent le royaume, laissèrent Byzance reprendre le contrôle. Mais l'idée était plantée. Un royaume serbe était possible. Le XIIe siècle vit l'émergence d'une nouvelle dynastie, celle des Nemanjić. Stefan Nemanja, un jupan de Rassi, réussit ce que les autres avaient échoué à faire. Unifier les principautés serbes sous une seule autorité. Il n'était pas né pour régner. Selon les chroniques, il était le cadet, destiné à une vie obscure. Mais il prit le pouvoir par la force, vainquit ses frères, soumit les jupans rivaux, construisit un État centralisé. Nemanja comprenait la géopolitique de son époque. Byzance était affaiblie par les croisades, déchirée par les intrigues de palais. La Hongrie regardait vers l'ouest. Il y avait un vide de pouvoir dans les Balkans. Nemanja le remplit. Il ne se contenta pas de conquérir. Il bâtit. Des monastères s'élevèrent dans les vallées isolées. Studenica, son monastère personnel, devint un chef-d'œuvre de l'architecture byzantine adapté au style serbe. Des fresques couvraient les murs intérieurs. Des saints au visage grave regardaient les fidèles. L'or brillait dans la semi-obscurité. L'encens montait vers les voûtes. Les moines copiaient les manuscrits, traduisaient les textes grecs, créaient une littérature serbe. Nemanja comprenait que le pouvoir ne reposait pas seulement sur les épées. Il reposait sur la culture, sur la foi, sur la mémoire collective. Il créait une identité serbe qui transcendait les divisions tribales. En 1196, après 25 ans de règne, Nemanja abdiqua. Il se fit moine, adopta le nom de Siméon, partit pour le mont Athos en Grèce. Son fils cadet, Rastko, l'y avait précédé, devenant le moine Sava. Ensemble, père et fils fondèrent le monastère de Hilandar, qui existe encore aujourd'hui. Siméon mourut en 1289 au mont Athos. Son corps fut rapatrié en Serbie, enterré à Studenica. Des miracles furent rapportés près de sa tombe. Il devint Saint Siméon, le fondateur sacré de la dynastie et de l'État serbe. Son fils Sava devint Saint Sava, le premier archevêque autocéphale de l'Église serbe, le patron de l'éducation et de la culture serbe. Cette combinaison de pouvoir politique et de légitimité religieuse fut le génie des Nemanjić. Ils ne gouvernaient pas seulement par la force militaire. Ils gouvernaient par la grâce divine, par la bénédiction de l'Église, par le soutien des moines et des évêques. Chaque monastère qu'ils construisaient renforçait leur légitimité. Chaque saint qu'ils canonisaient consolidait leur dynastie. Chaque fresque qui les représentait en donateurs divins gravait leur pouvoir dans la pierre et la peinture. Le royaume serbe médiéval n'était pas seulement un État, c'était un projet spirituel, une mission civilisatrice, une forteresse de l'orthodoxie dans un monde de plus en plus menaçant. Le fils de Nemanja, Stefan Provovenciani, Stéphane le premier couronné, transforma la principauté en royaume. En 1217, il reçut une couronne du pape Honorius III. Cela surprend. Un État orthodoxe acceptant une couronne catholique. Mais Stéphane était pragmatique. Il voulait le titre de roi, la reconnaissance internationale, le statut égal avec les royaumes voisins. Quelques années plus tard, en 1220, son frère Sava négocia avec le patriarche de Constantinople et obtint l'autocéphalie pour l'Église serbe. Sava devint le premier archevêque, couronné Stéphane une deuxième fois, cette fois selon le rite orthodoxe. Le royaume serbe avait maintenant une légitimité double, reconnue par Rome et par Constantinople, catholique et orthodoxe, occidentale et orientale. Cette ambiguïté était une force. Elle permettait de jouer sur tous les tableaux. Les successeurs de Stéphane consolidèrent le royaume. Stéphane Radoslav, Stéphane Vladislav,
puis Stéphane Uroš Ier. Chacun ajoutait son monastère, sa forteresse, son territoire. Le royaume s'étendait vers le sud, vers les plaines fertiles de Macédoine, vers les villes riches de la côte adriatique. Les mines d'argent de Novo Brdo produisaient des quantités stupéfiantes de métal précieux. Les marchands vénitiens et ragusins affluaient, achetaient de l'argent, vendaient du tissu, des épices, des armes. La monnaie serbe circulait dans les Balkans. Les artisans affluaient vers les villes serbes. Les orfèvres, les armuriers, les maçons trouvaient du travail. Le royaume devenait prospère. Mais cette prospérité attirait les convoitises. La Hongrie voulait contrôler les mines. Byzance voulait récupérer ses anciennes provinces. La Bulgarie, elle aussi orthodoxe et slave, voyait la Serbie comme une rivale. Les guerres étaient constantes. Des alliances se formaient et se brisaient. Un roi serbe épousait une princesse hongroise, puis se battait contre son beau-père. Un autre s'alliait avec Byzance contre la Bulgarie, puis avec la Bulgarie contre Byzance. La diplomatie médiévale était un jeu mortel où chaque erreur pouvait coûter un royaume. Au milieu du XIIIe siècle, une nouvelle menace apparut à l'horizon. Les Mongols. En 1241, les hordes de Batu Khan déferlèrent sur l'Europe orientale. Ils écrasèrent la Pologne, la Hongrie, atteignirent l'Adriatique. Le roi de Hongrie Béla, 4 s'enfuit devant eux. Les chroniqueurs décrivaient des cavaliers invincibles, des arcs qui tuaient à distance impossible, des tactiques que personne ne comprenait. La Serbie, protégée par ses montagnes, échappa à l'invasion directe. Mais le choc psychologique fut immense. Un empire venu de l'Est avait failli détruire toute la chrétienté. Les royaumes européens réalisèrent leur vulnérabilité. Les fortifications furent renforcées, les armées furent réorganisées. La peur de l'Orient devint permanente. Cette peur façonna la politique serbe pour les décennies suivantes. Le royaume devait être fort, centralisé, capable de mobiliser rapidement. Les jupans locaux perdirent progressivement leur autonomie. Le roi imposait des gouverneurs, des collecteurs d'impôts, des juges. L'administration se byzantinisa. Des titres grecs apparurent. Despo, Sébastocrator, César. La cour serbe copiait Constantinople, avec ses cérémonies élaborées, ses hiérarchies complexes, ses intrigues palatiales. Les rois serbes épousaient des princesses byzantines, apprenaient le grec, lisaient Homère et Platon dans le texte original. Mais ils restaient serbes, orthodoxes, slaves. Cette double identité, byzantine et serbe, orientale et balkanique, fut la marque distinctive du royaume médiéval. Le règne de Stéphane Uroš Ier, de 1243 à 1276, marqua l'apogée de cette première phase. Il conquit des territoires en Macédoine, construisit des monastères magnifiques, maintint la paix relative. Sopotchani, son monastère royal, abritait certaines des plus belles fresques de l'époque. Des scènes bibliques d'une intensité dramatique inouïe. La dormition de la Vierge, avec ses apôtres transportés miraculeusement depuis les coins du monde. Le jugement dernier, avec ses damnés torturés et ses élus béatifiés. Les couleurs vibraient encore après 7 siècles. Les visages exprimaient des émotions complexes. Les artistes, probablement formés à Constantinople, avaient créé un style unique, plus expressif que le byzantin classique, plus humain, plus accessible. Après Stéphane Uroš Ier, le royaume traversa une période de turbulence. Son fils Stéphane Dragutin abdiqua après une chute de cheval, laissant le trône à son frère Stéphane Milutin. Milutin régna de 1282 à 1321, presque 40 ans. Ce fut un règne de contradictions. Milutin était pieux et brutal, constructeur de monastères et conquérant impitoyable, mari 5 fois et moine à la fin. Il épousa Simonide, la fille de l'empereur byzantin Andronique II, alors qu'elle n'avait que 5 ans. Le mariage fut consommé quand elle atteignit l'âge. Byzance fut scandalisée, mais accepta pour des raisons politiques.
Milutin reçut en dot des territoires en Macédoine et le titre de roi. Il construisit l'église de Gračanica, chef-d'œuvre absolu de l'architecture serbo-byzantine. Avec sa croix grecque inscrite, ses coupoles multiples, ses proportions parfaites. Milutin conquit presque toute la Macédoine byzantine, s'emparant de villes comme Skopje, Ohrid, Prilep. Ces villes étaient riches, peuplées, cultivées. Elles avaient des traditions urbaines anciennes, des guildes marchandes, des écoles. Leur intégration transforma le royaume serbe. Ce n'était plus seulement un État montagnard et rural. C'était maintenant un royaume avec des centres urbains, une économie monétaire développée, une classe marchande. Les mines d'argent atteignirent leur production maximale. L'argent serbe finançait les guerres, les monastères, le luxe de la cour. Les ambassadeurs étrangers décrivaient la richesse ostentatoire des banquets royaux. Les vêtements brodés d'or, les coupes incrustées de pierres précieuses. Mais cette richesse créait aussi des tensions. Les nobles serbes voulaient plus de pouvoir, plus de terres, plus d'autonomie. Les villes macédoniennes voulaient conserver leurs privilèges. L'Église voulait plus d'influence sur les décisions politiques. Milutin naviguait entre ces factions avec habileté, mais les conflits latents restaient. À sa mort en 1321, la succession fut contestée. Son fils Stefan Dechanski finit par l'emporter, mais après une guerre civile qui affaiblit temporairement le royaume. Stefan Dechanski régna de 1321 à 1331. Son règne fut court, mais significatif. Il battit les Bulgares à la bataille de Velbajde en 1330, consolidant le contrôle serbe sur la Macédoine. Il construisit le monastère de Dečani, peut-être le plus grand et le plus impressionnant de tous les monastères serbes médiévaux. Ses murs de marbre rose et blanc alternaient dans un motif hypnotique. Son intérieur contenait plus de 1000 mètres carrés de fresques, racontant l'histoire biblique de la Genèse à l'Apocalypse, mais aussi l'histoire serbe, les saints serbes, les rois serbes. C'était une encyclopédie visuelle, un livre de pierre et de peinture, destiné à éduquer les fidèles illettrés et à impressionner les visiteurs étrangers. Mais Dechanski commit une erreur fatale. Il hésita à soutenir les ambitions de son fils Stéphane Dušan. Dušan voulait conquérir Byzance, créer un empire, remplacer Constantinople. Dechanski jugeait cela trop risqué. La noblesse se rallia à Dušan. En 1331, Dušan organisa un coup d'État, emprisonna son père, prit le pouvoir. Dechanski mourut en prison, étranglé selon certaines sources. Dušan le fit canoniser plus tard, peut-être pour apaiser sa conscience. Saint Stéphane de Dečani devint un autre saint royal, un autre pilier de la légitimité dynastique. L'Église orthodoxe ne posait pas de questions gênantes sur les circonstances de sa mort. Stéphane Dušan. Ce nom résonne encore dans l'histoire serbe comme celui d'un géant. Il régna de 1331 à 1355. 24 ans de conquête ininterrompue, d'ambition démesurée, de grandeur et de fragilité. Dušan voulait recréer l'empire romain d'Orient, mais sous direction serbe. Il voulait conquérir Constantinople, se faire couronner empereur par le patriarche, unifier tous les orthodoxes sous son sceptre. C'était un rêve impossible, mais il s'en approcha dangereusement. En 1334, Dušan envahit la Macédoine byzantine, s'emparant de villes stratégiques. En 1345, il contrôlait presque toute la Grèce du Nord, l'Épire, la Thessalie, une partie de l'Albanie. Son royaume s'était transformé en empire. En avril 1346, lors d'une cérémonie somptueuse à Skopje, il se fit couronner tsar des Serbes et des Grecs. Le titre était révolutionnaire. Tsar, dérivé de César, signifiait empereur. Dušan s'égalait aux empereurs byzantins, revendiquait leur héritage, leur légitimité. Il éleva l'archevêque de l'église serbe au rang de patriarche. Constantinople fut furieuse, excommunia Dušan et le patriarche serbe.
Mais Dušan ne s'en souciait guère. Il avait le pouvoir, les territoires, l'armée. La reconnaissance viendrait plus tard, pensait-il. Pour gouverner cet empire hétéroclite, Dušan promulgua un code de loi, le Zakonique de Dušan. C'était un document extraordinaire, mélange de droit byzantin, de coutumes serbes, de pragmatisme politique. Il définissait les droits et devoirs de chaque classe sociale. La noblesse, le clergé, les paysans, les serfs. Il réglementait le commerce, les mines, la justice. Il protégeait l'Église orthodoxe, mais tolérait les catholiques dans les régions côtières. Il prescrivait des punitions sévères pour les crimes, mutilation pour le vol, mort pour le meurtre, amende pour l'insulte. Le code révélait une société complexe, hiérarchisée, mais fonctionnelle. Ce n'était pas la barbarie que les chroniqueurs occidentaux imaginaient. C'était un État organisé, avec ses lois écrites, son administration, sa bureaucratie. Dušan rêvait de Constantinople. Il préparait une grande campagne pour 1355. Il avait rassemblé une armée massive, conclu des alliances avec Venise et d'autres puissances italiennes qui voulaient affaiblir Byzance. Les espions rapportaient que Constantinople était divisée, affaiblie, prête à tomber. Dušan comptait franchir les détroits, assiéger la ville, prendre le trône impérial. Il aurait été le premier souverain slave à régner depuis Constantinople. L'histoire aurait été complètement différente. Mais en décembre 1355, alors qu'il traversait les montagnes vers le sud, Dušan mourut subitement. Il avait 47 ans. Les circonstances restent mystérieuses. Certains parlent de fièvre, d'autres de poison, d'autres encore d'une chute de cheval. Peu importe, sa mort changea tout. L'empire qu'il avait construit était trop récent, trop fragile, trop dépendant de sa personnalité. Son fils, Stéphane Uroš V, surnommé le Faible, n'avait que 19 ans et manquait de l'autorité de son père. Les nobles commencèrent immédiatement à se battre entre eux. Les territoires conquis se rebellèrent. L'empire se fragmenta en principautés rivales en moins de 10 ans. Ce qui suivit fut le chaos. L'empire de Dušan se divisa en plusieurs États indépendants. La Serbie proprement dite, sous Uroš le Faible, contrôlait à peine la moitié du territoire original. La famille Mrnjavčević contrôlait la Macédoine. Les Balchić contrôlaient le Monténégro et le nord de l'Albanie. La famille Lazarević émergea en Serbie centrale. Chacun se proclamait prince ou roi. Chacun construisait son armée, chacun cherchait des alliances. Les guerres intestines affaiblirent dramatiquement tous ces États. Les paysans fuyaient les zones de combat. Les mines fermaient faute de sécurité. Les marchands évitaient les routes dangereuses. L'économie s'effondrait. Et pendant ce temps, une nouvelle puissance montait à l'horizon, l'Empire ottoman. Les Turcs ottomans étaient arrivés en Anatolie au XIIIe siècle, guerriers nomades employés comme mercenaires par les États musulmans locaux. Progressivement, ils avaient créé leur propre État, conquis l'Anatolie, traversé les Dardanelles en 1352, établi des forteresses en Europe. Sous le sultan Murad Ier, les Ottomans commencèrent leur expansion systématique dans les Balkans. Ils n'arrivaient pas comme des barbares destructeurs. Ils arrivaient avec une armée disciplinée, une administration efficace, une tolérance religieuse pragmatique. Les villes qui se rendaient gardèrent leurs églises, leurs lois locales, une certaine autonomie. Les villes qui résistaient étaient détruites, leur population massacrée ou vendue en esclavage. En 1371, les Ottomans remportèrent une victoire décisive contre une coalition serbo-byzantine à Maritsa. Deux frères, Vukašin et Uglješa Mrnjavčević, menèrent une armée contre les Turcs. Ils furent écrasés. Les deux frères moururent au combat. Leurs têtes furent envoyées au sultan comme trophée. Cette bataille marqua la fin de l'indépendance macédonienne. Les princes serbes survivants réalisèrent qu'ils ne pouvaient pas vaincre les Ottomans seuls.
Certains acceptèrent de devenir vassaux, payant tribut en échange de la protection de leur territoire. D'autres résistèrent, cherchant désespérément des alliances avec la Hongrie, Venise, le Vatican. Le prince Lazar Rebelianović émergea comme le leader le plus important de la Serbie fragmentée. Il ne contrôlait pas tout le territoire serbe, loin de là, mais il avait la légitimité, le prestige, le soutien de l'Église. Il était lié par mariage aux anciennes dynasties royales. Il construisit son propre monastère, Ravanica, avec ses tours défensives et ses fresques austères. Il comprenait que le temps des grands empires était fini pour la Serbie. Maintenant, il s'agissait de survie, de résistance, de préservation de l'identité face à la marée ottomane. Lazar essaya la diplomatie. Il envoya des ambassadeurs au sultan Murad, négocia, paya tribut. Mais il préparait aussi la guerre. Il renforça ses forteresses, entraîna ses troupes, chercha des alliés. Son gendre, Vuk Branković, contrôlait le Kosovo, région stratégique avec ses mines d'argent. Un autre allié, Tvrtko Ier de Bosnie, envoya des troupes. Les chevaliers hongrois, inquiets de l'avance ottomane, promirent leur soutien. Une coalition se forma, fragile, hétéroclite, mais déterminée à arrêter les Turcs. Le sultan Murad Ier n'était pas un barbare ignorant, c'était un stratège brillant, un administrateur compétent, un conquérant patient. Il comprenait que les Balkans ne pouvaient être conquis par la force seule. Il fallait diviser les chrétiens, les opposer les uns aux autres, récompenser ceux qui se soumettaient, punir ceux qui résistaient. Il offrait des termes généreux aux princes qui acceptaient le statut de vassal. Autonomie interne, liberté religieuse, protection contre les autres ennemis. Beaucoup acceptèrent, mais pas Lazare, pas cette fois. En 1389, les tensions atteignirent le point de rupture. Lazare refusa de payer tribut. Murad décida d'écraser définitivement la résistance serbe. Il rassembla une armée massive, peut-être 30 000 hommes, peut-être 50 000. Les chiffres des chroniques médiévales sont toujours exagérés, mais l'armée était substantielle. Des janissaires, infanterie d'élite formée depuis l'enfance, de la cavalerie légère, des archers montés, des unités de vassaux balkaniques, chrétiens combattant pour le sultan. Murad traversa les Balkans, son armée détruisant tout sur son passage. Lazare rassembla ses forces. Combien étaient-ils? Les sources divergent. Peut-être 15 000, peut-être 25 000. Des chevaliers serbes avec leurs armures lourdes, des fantassins paysans avec des lances et des boucliers, des archers, des mercenaires. Vuk Branković amena ses troupes du Kosovo. Tvrtko de Bosnie envoya un contingent. Quelques chevaliers hongrois et valaques se joignirent. C'était une armée hétéroclite, sans expérience de combat ensemble, sans commandement unifié vraiment efficace. Mais c'était tout ce que la chrétienté balkanique pouvait opposer aux Ottomans. Le lieu de la confrontation fut Kosovo-Polje, le champ des Merles, une plaine au sud de la Serbie moderne, au cœur du Kosovo médiéval. Pourquoi là? Parce que c'était un lieu de passage obligé. Les routes commerciales traversaient cette plaine. Les armées devaient passer par là pour atteindre le nord ou le sud des Balkans. La géographie dicta le destin. La veille de la bataille, le 15 juin 1389, les deux armées campèrent face à face. Les feux brillaient dans l'obscurité. Les hommes affûtaient leurs épées, vérifiaient leurs armures, priaient. Les prêtres orthodoxes circulaient parmi les troupes serbes, distribuant la communion, bénissant les soldats, promettant le paradis aux martyrs. Côté ottoman, les imams récitaient des versets du Coran, rappelaient la récompense divine promise à ceux qui tombaient au combat pour l'islam. C'était une guerre de religion autant qu'une guerre de territoire. Les deux camps le savaient, les deux camps étaient prêts à mourir. Selon la légende, la nuit avant la bataille, le prince Lazare reçut une vision. Un faucon gris descendit du ciel, portant un message de la Vierge Marie. Le message offrait un choix. Victoire sur terre
mais damnation éternelle, ou défaite sur terre, mais royaume céleste. Lazare choisit le royaume céleste. Cette légende, développée après la bataille, transformait la défaite militaire en victoire spirituelle. Elle donnait un sens à la catastrophe. Elle expliquait pourquoi Dieu avait permis aux chrétiens de perdre. C'était un test de foi, un sacrifice nécessaire, un martyre collectif. L'aube du 16 juin 1389 se leva sur Kosovo-Polje. Les armées se mirent en formation. Les Serbes placèrent leurs chevaliers lourds au centre, flanqués d'infanterie. Les ailes étaient tenues par la cavalerie plus légère. Lazare commandait le centre. Vuk Branković tenait l'aile droite. D'autres nobles commandaient l'aile gauche. Les Ottomans déployèrent leur formation habituelle. Infanterie au centre avec les janissaires, cavalerie sur les ailes, archers en avant-garde. Le sultan Murad observait depuis une colline, entouré de sa garde personnelle. La bataille commença par des échanges de tirs d'archers. Les flèches obscurcissaient le ciel, sifflaient, tuaient. Les hommes tombaient avant même que les lignes ne s'affrontent. Puis, les chevaliers serbes chargèrent. Le tonnerre des sabots, le fracas des armures, les cris de guerre. Ils percèrent le centre ottoman, enfoncèrent les lignes, créèrent le chaos. Pendant un moment, il sembla que les Serbes pourraient gagner. Les janissaires reculèrent. Certaines unités ottomanes paniquèrent, mais les Ottomans avaient l'expérience. Ils avaient combattu des dizaines de batailles. Leurs commandants gardèrent leur calme, réorganisèrent les lignes, lancèrent à la cavalerie sur les flancs. Les chevaliers serbes, épuisés par leurs charges, furent encerclés. L'infanterie serbe tenta de les soutenir, mais fut repoussée par les janissaires réorganisés. La bataille se transforma en mêlée chaotique, en combat individuel, en tuerie. À un moment de la bataille, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Un noble serbe, Miloš Obilić, pénétra dans le camp ottoman. Selon les chroniques serbes, il prétendait être un transfuge. Demanda audience avec le sultan. Amené devant Murad, il se jeta soudain sur lui et le poignarda. Le sultan mourut sur le coup ou peu après. Les gardes massacrèrent immédiatement Miloš. Cette action héroïque ou désespérée ne changea rien au cours de la bataille, mais elle devint légendaire. Miloš Obilić incarnait la résistance serbe, le sacrifice ultime, le héros qui tue le tyran, même au prix de sa vie. Le fils aîné de Murad, Bayezid, prit immédiatement le commandement. Pour assurer sa succession, il fit étrangler son frère Yaqub sur le champ de bataille. La règle ottomane était brutale. Un seul héritier survivait. Les autres étaient éliminés pour éviter les guerres civiles. Bayezid ordonna une attaque massive finale. Les forces serbes, déjà affaiblies, commencèrent à se désintégrer. Selon les chroniques ultérieures, Vuk Branković retira ses troupes du champ de bataille à un moment critique, laissant le flanc de Lazare exposé. Cette accusation de trahison devint partie intégrante du mythe de Kosovo. Vuk fut maudit dans les chants épiques, présenté comme le Judas serbe. La réalité historique est moins claire. Peut-être que ses troupes furent simplement débordées et durent se retirer. Peut-être qu'il essaya de sauver ce qui pouvait l'être. Mais les mythes ont besoin de traîtres. Vuk devint celui-là. Le prince Lazare fut capturé. Amené devant Bayezid, il refusa de se convertir à l'islam, refusa d'accepter le statut de vassal. Bayezid ordonna son exécution. Lazare fut décapité sur le champ de bataille. Sa tête fut envoyée à Bursa, capitale ottomane de l'époque, puis à d'autres villes comme avertissement. Son corps fut enterré temporairement au Kosovo, puis transféré au monastère de Ravanica. L'église orthodoxe serbe le canonisa presque immédiatement. Saint Lazare, martyr de la foi, prince juste, défenseur de la chrétienté. La bataille de Kosovo-Polje se termina par une victoire ottomane, mais ce ne fut pas une victoire totale. Les deux armées furent décimées. Les Ottomans perdirent leur sultan et des milliers de soldats. Ils ne purent poursuivre immédiatement leur conquête.
Bayezid dut retourner en Anatolie pour consolider son pouvoir, éliminer les rivaux, reconstruire l'armée. Les Serbes, bien que vaincus, n'étaient pas complètement écrasés. Certaines forteresses tenaient encore. Stefan Lazarević, le fils de Lazare, prit le pouvoir et négocia un arrangement avec les Ottomans. Il deviendrait vassal, paierait tribut, fournirait des troupes, mais garderait une autonomie interne. Cet arrangement dura plusieurs décennies. La Serbie médiévale survivait, mais comme État vassal, semi-indépendant, constamment menacé. Stefan Lazarević était un souverain remarquable, éduqué à la cour ottomane comme otage princier. Il connaissait leurs méthodes, parlait turc, comprenait leur mentalité. Il combattit même pour les Ottomans, notamment à la bataille d'Ankara en 1402, où les Ottomans affrontèrent Tamerlan. Après la défaite ottomane et la capture de Bayezid, Stefan récupéra une certaine indépendance. Il renforça Belgrade, en fit sa capitale, transforma la ville en forteresse imprenable. Le règne de Stefan Lazarević, de 1389 à 1427, fut un crépuscule doré. La Serbie connaissait une renaissance culturelle. Des manuscrits étaient copiés, des églises construites, des fresques peintes. Stéphane lui-même était un poète, un mécène, un érudit. Il invitait des moines du mont Athos, des artistes byzantins, des philosophes. Sa cour ressemblait à une petite Constantinople, mais tout le monde savait que c'était temporaire. Les Ottomans reviendraient. Le successeur de Stéphane, Đurađ Branković, hérita d'une position impossible. Neveu de Stéphane, il régna de 1427 à 1456. Son règne fut marqué par des guerres constantes contre les Ottomans, des alliances désespérées avec la Hongrie, des traités humiliants. En 1440, le sultan Murad II exigea que Đurađ lui livre 2 de ses fils comme otages. Đurađ refusa. Murad envahit la Serbie, dévasta le pays. Đurađ capitula, livra ses fils Grgur et Stefan. Quelques années plus tard, quand Đurađ rompit encore le traité, Murad fit aveugler les 2 princes et les renvoya à leur père. Grgur mourut peu après de ses blessures. Stéphane survécut, mais resta aveugle, symbole vivant de la cruauté ottomane et de l'impuissance serbe. Les Hongrois tentèrent plusieurs fois de repousser les Ottomans. Jean Hunyadi, le régent de Hongrie, remporta quelques victoires. Mais la grande croisade de Varna en 1444 se termina par un désastre. Le roi polonais et hongrois Ladislas III mourut au combat. Les croisés furent écrasés. L'espoir d'une intervention européenne massive s'évanouit. Les Ottomans comprenaient maintenant que l'Europe occidentale ne viendrait pas sauver les Balkans. Les royaumes chrétiens étaient trop divisés, trop occupés par leurs guerres internes, trop éloignés géographiquement. En 1453, Constantinople tomba. Le sultan Mehmed II, le conquérant, prit la ville après un siège de 2 mois. L'Empire byzantin, qui avait duré plus de 1000 ans, cessa d'exister. Les Serbes comprirent que leur tour viendrait bientôt. Si Constantinople, la ville la plus fortifiée du monde, pouvait tomber, comment Belgrade tiendrait-elle? Comment les forteresses serbes résisteraient-elles? Pourtant, Belgrade résista. En 1456, Mehmed assiégea la ville. Đurađ Branković était mort juste avant, laissant son fils Lazare II comme successeur faible. Mais Jean Hunyadi arriva avec une armée de secours. Une bataille féroce se déroula sur le Danube et autour des murs de Belgrade. Les Hongrois et les Serbes repoussèrent miraculeusement les Ottomans. Mehmed lui-même fut blessé. L'armée ottomane se retira. Ce fut la dernière grande victoire chrétienne contre les Ottomans dans les Balkans. Jean Hunyadi mourut peu après d'une épidémie. Avec lui disparaissait le dernier grand défenseur de la chrétienté balkanique. Après la mort de Đurađ, en 1456, la Serbie médiévale entra dans sa phase terminale. Les héritiers se battirent entre eux. Les nobles créèrent leurs propres principautés autonomes. Les Ottomans
n'eurent plus besoin de grandes campagnes militaires. Ils pouvaient simplement attendre, soutenir un prétendant contre un autre, annexer progressivement les territoires. En 1459, la Serbie orientale fut annexée. En 1463, la Bosnie tomba. En 1479, les derniers vestiges de l'État serbe indépendant disparurent. Le dernier despote, Vuk Grgurević, mourut en exil en Hongrie. L'occupation ottomane transforma radicalement la Serbie. Le système féodal chrétien fut démantelé. Les grandes propriétés nobiliaires furent confisquées et redistribuées aux sipahis, cavaliers turcs qui recevaient des terres en échange du service militaire. Les paysans serbes devinrent dhimmis, sujets non musulmans de l'Empire ottoman. Ils devaient payer un impôt spécial, la jizya, en échange de la tolérance religieuse. Ils ne pouvaient pas porter d'armes, construire de nouvelles églises, témoigner contre des musulmans en justice. Leur statut était inférieur, mais ils gardaient leur foi, leurs églises existantes, une certaine autonomie communautaire. Beaucoup de Serbes se convertirent à l'islam. Les raisons variaient. Certains cherchaient à améliorer leur statut social. Les musulmans ne payaient pas la jizya, pouvaient accéder à l'administration, posséder des terres, servir dans l'armée. D'autres se convertirent pour survivre économiquement. D'autres encore furent emmenés enfants dans le système du devshirme, le prélèvement d'enfants chrétiens qui étaient convertis et formés comme janissaires ou administrateurs. Beaucoup de grands vizirs ottomans étaient d'origine serbe ou balkanique. Ils avaient oublié leur langue maternelle, adopté l'identité turque, servi loyalement le sultan. Mais la majorité des Serbes resta orthodoxe. L'Église orthodoxe serbe devint l'institution centrale de l'identité nationale. Sans État, sans noblesse, sans structure politique indépendante, c'était l'Église qui maintenait la mémoire collective, qui préservait la langue littéraire, qui gardait vivante l'histoire médiévale. Les monastères, même sous occupation, continuaient à copier les manuscrits anciens, à maintenir les écoles, à enseigner la lecture et l'écriture. Les fresques médiévales dans les églises rappelaient constamment la gloire passée du royaume serbe. Le mythe de Kosovo devint central dans cette mémoire collective. Les chants épiques, transmis oralement de génération en génération, racontaient en la bataille, les héros, le sacrifice de Lazare. Ces chants n'étaient pas des documents historiques précis. Ils mélangeaient les faits, ajoutaient des éléments fantastiques, transformaient les personnages historiques en archétypes. Mais ils remplissaient une fonction cruciale. Ils maintenaient vivante l'idée d'une Serbie indépendante, d'une résistance légitime, d'un futur où les Serbes redeviendraient libres. Dans ces chants, le prince Lazare n'était pas simplement un chef militaire vaincu. Il était un saint martyr qui avait choisi délibérément la mort pour sauver l'âme de son peuple. Il était le Christ serbe, crucifié pour les péchés de sa nation. Kosovo n'était pas une défaite militaire, c'était une passion collective, un chemin de croix nationale. Cette interprétation religieuse de l'histoire transformait la victoire ottomane en défaite morale. Les Turcs avaient gagné la terre, mais les Serbes avaient gagné le ciel. Miloš Obilić devint le héros parfait. Jeune chevalier courageux, faussement accusé de trahison avant la bataille, il prouva sa loyauté en tuant le sultan. Dans les chants, sa mort était décrite avec des détails dramatiques. Les gardes le coupaient en morceaux, mais il continuait à se battre. Son sacrifice inspirait les générations futures. Chaque fois qu'un Serbe résistait aux Ottomans, il était comparé à Miloš. Chaque acte de bravoure était mesuré à l'aune de Kosovo. Vuk Branković, à l'inverse, devint le traître archétypal. Les chants le maudissaient, l'accusaient d'avoir vendu la Serbie pour de l'or ottoman. Sa descendance était maudite. Son nom devint synonyme de trahison. Dans la réalité historique, Vuk avait probablement fait ce qu'il pouvait dans une situation impossible. Mais les mythes n'ont pas besoin de nuances. Ils ont besoin de héros et de traîtres, de bien et de mal, de clarté morale. Ces chants épiques serbes, les Narodne pesme,
furent collectés et écrits seulement au XIXe siècle par des folkloristes comme Vuk Stefanović Karadžić. Mais ils étaient transmis oralement depuis des siècles, chantés par des gouslaris, bardes qui s'accompagnaient d'un instrument à une corde appelé gusle. Les performances pouvaient durer des heures. Les auditeurs connaissaient les histoires par cœur, mais écoutaient encore, absorbaient les leçons morales, renforçaient leur identité collective. L'Empire ottoman atteignit son apogée au XVIe et XVIIe siècle. Sous Soliman le Magnifique, il s'étendait de l'Algérie à la Perse, de la Hongrie au Yémen. La Serbie était une province parmi d'autres, le Sandjak de Smederevo, puis divisé en plusieurs Sandjaks plus petits. Belgrade devint une ville ottomane importante, avec des mosquées, des bazars, des bains turcs. La population musulmane augmenta par conversion et par immigration. Des Turcs, des Albanais musulmans, des Bosniaques s'installèrent. La Serbie devenait multiculturelle, multireligieuse, complexe. Mais les Serbes ne disparurent pas. Dans les campagnes, loin des villes ottomanisées, ils maintenaient leurs coutumes. Les familles Zadruga, communautés familiales élargies vivant ensemble, cultivant la terre en commun, restaient la base de la société rurale. Ces Zadrugas pouvaient te compter 50 ou 100 personnes, 3 ou 4 générations sous l'autorité du patriarche le plus âgé. Elles fonctionnaient comme des mini-républiques, avec leurs propres règles, leur propre économie, leur propre justice interne. Les Ottomans ne pénétraient pas profondément dans ce monde rural. Tant que les impôts étaient payés, tant qu'il n'y avait pas de rébellion ouverte, ils laissaient les paysans tranquilles. L'administration ottomane était relativement légère. Un cadi, juge musulman, siégeait dans les villes principales. Des sipahis collectaient les impôts dans leurs fiefs, mais de vastes zones restaient auto-administrées de facto. Certains Serbes trouvèrent des niches dans l'ordre ottoman. Des marchands serbes commerçaient entre les Balkans et l'Europe centrale. Ils apprenaient l'allemand, le turc, le grec, devenaient intermédiaires indispensables. Leurs fils étudiaient à Vienne, Budapest, Venise. Ils formaient une bourgeoisie balkanique, orthodoxe mais cosmopolite, serbe mais intégrée dans des réseaux commerciaux multinationaux. Ces marchands finançaient les églises, soutenaient les monastères, préservaient la culture serbe tout en s'enrichissant dans le système ottoman. Les Autrichiens, au nord, représentaient l'alternative chrétienne. Les Habsbourg, qui contrôlaient la Hongrie après la défaite ottomane de Vienne en 1683, accueillaient les réfugiés serbes. Des milliers de familles serbes fuyaient l'Empire ottoman, s'installaient dans les zones frontalières de l'Autriche-Hongrie, dans la Voïvodine, la Slavonie, la Krajina croate. Les Autrichiens leur offraient des terres en échange du service militaire. Ces Serbes formèrent les confins militaires, unités frontalières qui défendaient l'Empire contre les raids ottomans. Ils étaient libres, armés, orthodoxes, loyaux à Vienne, mais conscients de leur identité serbe. Cette diaspora serbe en Autriche-Hongrie joua un rôle crucial dans la renaissance nationale serbe. Au XVIIIe siècle, quand les idées des Lumières commencèrent à circuler, quand le nationalisme émergea comme force politique, ces Serbes de la diaspora furent les premiers à articuler l'idée d'une nation serbe moderne. Dositej Obradović, philosophe serbe formé à Leipzig et Vienne, écrivit en serbe vernaculaire, développa un programme éducatif national, appela à la modernisation tout en préservant l'identité culturelle. Vuk Stefanović Karadžić réforma l'orthographe serbe, collecta les chants épiques, écrivit une grammaire, créa les fondations de la littérature serbe moderne. Ces intellectuels serbes étaient influencés par le romantisme nationaliste européen. Ils croyaient que chaque nation avait un génie propre, exprimé dans sa langue, ses traditions, son histoire. Ils cherchaient les origines de la nation serbe, la trouvaient dans le royaume médiéval, dans la bataille de Kosovo, dans les chants épiques. Kosovo devenait le moment fondateur, la référence absolue, le mythe d'origine de la nation serbe moderne. En 1788,
l'Autriche occupa temporairement Belgrade et des parties de la Serbie pendant une guerre contre les Ottomans. Pour la première fois depuis des siècles, les Serbes virent une armée chrétienne libérer leurs terres. Mais le traité de paix força les Autrichiens à se retirer. Des milliers de Serbes, craignant les représailles ottomanes, émigrèrent vers le nord. Cette grande migration serbe, menée par le patriarche Arsenije III Tchernojević, renforça encore la communauté serbe en Autriche-Hongrie. Au début du XIXe siècle, l'Empire ottoman était en déclin. L'administration était corrompue. Les janissaires, autrefois élite disciplinée, étaient devenus une force prétorienne incontrôlable. Les gouverneurs locaux agissaient comme des seigneurs féodaux indépendants. Les impôts augmentaient, les abus se multipliaient. Les paysans serbes, traditionnellement patients, commençaient à perdre patience. En 1804, un groupe de janissaires locaux, les Daïs, assassina le pacha de Belgrade et prit le contrôle du Sandjak de Smederevo. Ces Daïs terrorisaient la population, augmentaient les impôts de manière arbitraire, tuaient les notables serbes récalcitrants. Le sultan à Constantinople désapprouvait, mais ne pouvait rien faire. L'empire était trop faible, trop désorganisé. Les Serbes décidèrent de se révolter. Pas contre le sultan au début, mais contre les Daïs. Ils voulaient restaurer l'ordre ottoman légitime, pas l'indépendance. Leur chef était un marchand de porc prospère nommé George Petrović, surnommé Karageorge, Georges le Noir, à cause de son teint et de son tempérament violent. En février 1804, lors d'une assemblée à Orachac, les chefs serbes décidèrent de prendre les armes. Ce fut le début du premier soulèvement serbe. Karageorge n'était pas un noble. Il n'avait aucun lien avec les anciennes dynasties médiévales. Il était un paysan qui avait fait fortune, qui avait combattu dans les confins militaires autrichiens, qui connaissait la guerre moderne. Il était brutal, impitoyable, efficace. Il organisa les rebelles en unités militaires, établit un commandement centralisé, négocia avec les Russes et les Autrichiens pour obtenir des armes et du soutien. La rébellion réussit au-delà de toutes les attentes. En quelques mois, les Serbes contrôlaient presque tout le Sandjak. Les Daïs furent vaincus, leur tête envoyée au sultan. Mais au lieu de rétablir simplement l'administration ottomane, Karageorge établit un gouvernement serbe autonome. Un conseil, la Pravitelstvujushi Soviet, administrait le territoire. Des écoles furent ouvertes, des routes furent construites, une administration moderne émergea. Le sultan, d'abord reconnaissant de la défaite des Daïs, réalisa rapidement que les Serbes voulaient l'autonomie, peut-être même l'indépendance. Il envoya des armées pour reprendre le contrôle. De 1806 à 1813, les Serbes combattirent pour leur liberté. Ils remportèrent des victoires remarquables. La bataille de Michar en 1806, la bataille de Deligrad en 1806, la prise de Belgrade en 1806. Les paysans serbes, armés de fusils et de canons russes, disciplinés par des officiers formés en Autriche, battaient les armées ottomanes. Mais l'Empire russe, principal soutien des Serbes, conclut la paix avec les Ottomans en 1812, abandonnant les rebelles. Puis, Napoléon envahit la Russie. Les Russes n'avaient plus de ressources pour les Balkans. En 1813, une grande armée ottomane écrasa les Serbes. Karageorge s'enfuit en Autriche. Les Ottomans reconquirent le territoire, massacrèrent les rebelles capturés, détruisirent les églises qui avaient été construites ou rénovées. Mais l'esprit de résistance n'était pas mort. En 1815, un autre leader émergea. Miloš Obrenović, rival de Karageorge, lança le deuxième soulèvement serbe. Cette fois, la stratégie fut différente. Miloš était un diplomate autant qu'un guerrier. Il négocia avec les Ottomans, accepta l'autonomie plutôt que l'indépendance complète, joua sur les divisions internes ottomanes. En 1813, le sultan accorda à la Serbie une large autonomie. Miloš devint prince de Serbie, gouvernant sous suzeraineté ottomane,
mais avec une administration serbe indépendante. Cette autonomie se transforma progressivement en indépendance de facto. Miloš Obrenović gouverna comme un autocrate, accumula une fortune personnelle immense, modernisa le pays lentement. Il créa une armée régulière, établit un système fiscal, fonda des écoles. La capitale fut établie à Belgrade, reconstruite après les destructions. Les monastères médiévaux furent restaurés. Les chants épiques de Kosovo furent collectés et publiés. La Serbie moderne se construisait en se référant constamment à la Serbie médiévale. Le traité de Berlin en 1878, après la guerre russo-turque, reconnut l'indépendance complète de la Serbie. Après près de 4 siècles d'occupation ottomane, un État serbe indépendant existait à nouveau. Petit, certes, ne comprenant pas tous les territoires serbes historiques, mais indépendant. En 1882, Milan Obrenović se proclama roi de Serbie. Le royaume serbe était restauré. Ce nouveau royaume se construisit sur le mythe de Kosovo. Les intellectuels, les politiciens, les poètes faisaient constamment référence à la bataille de 1389. Kosovo était la référence morale absolue. Chaque sacrifice pour la nation était comparé au sacrifice de Lazare. Chaque ennemi était un nouveau sultan. Chaque victoire vengeait symboliquement la défaite de Kosovo. Ce mythe unifiait la nation, lui donnait un récit cohérent, justifiait les ambitions territoriales. Parce que tous les Serbes ne vivaient pas dans le royaume de Serbie. Des centaines de milliers restaient sous occupation ottomane au Kosovo, en Macédoine, en Sandjak. D'autres vivaient en Autriche-Hongrie, en Bosnie-Herzégovine, en Croatie-Slavonie, en Voïvodine. L'idée nationale serbe transcendait les frontières politiques. Le royaume de Serbie se voyait comme le Piémont balkanique, le noyau autour duquel tous les Serbes devaient s'unifier. Cette idéologie mena directement à la Première Guerre mondiale. L'assassinat de l'archiduc François Ferdinand à Sarajevo, en 1914 par Gavrilo Princip, un jeune nationaliste serbe bosnien, déclencha la chaîne d'événements qui plongea l'Europe dans la guerre. La Serbie fut envahie par l'Autriche-Hongrie, défendit héroïquement son territoire, fut finalement écrasée et occupée. Mais la victoire alliée en 1918 permit la création d'un État yougoslave, le royaume des Serbes, Croates et Slovènes, plus tard renommé Yougoslavie. Ce royaume yougoslave était l'accomplissement du rêve serbe médiéval selon certains. Un État slave du Sud unifié, dominant les Balkans. Mais il portait en lui les contradictions qui le détruiraient. Les Serbes le voyaient comme une grande Serbie. Les Croates voulaient l'égalité. Les Slovènes voulaient l'autonomie. Les Bosniaques musulmans étaient suspectés. Les Albanais du Kosovo étaient opprimés. Le mythe de Kosovo, au lieu d'unifier, divisait. Il excluait ceux qui n'étaient pas serbes orthodoxes, ceux qui ne partageaient pas la même mémoire historique. La Seconde Guerre mondiale détruisit la première Yougoslavie. L'occupation nazie, les guerres civiles entre partisans communistes et nationalistes serbes, les massacres intercommunautaires laissèrent des centaines de milliers de morts. La Yougoslavie socialiste de Tito, établie après 1945, tenta de supprimer les nationalismes, de créer une identité yougoslave supranationale. Les mythes nationaux, y compris Kosovo, furent minimisés, critiqués comme réactionnaires et bourgeois. Mais après la mort de Tito en 1980, les nationalismes resurgirent. Au Kosovo, province autonome de la Serbie avec une majorité albanaise, les tensions augmentèrent. Les Serbes se voyaient comme les victimes d'une occupation démographique albanaise sur leurs terres sacrées. Les Albanais, eux, voulaient l'indépendance ou l'union avec l'Albanie. En 1987, Slobodan Milošević, leader communiste serbe devenu nationaliste, prononça un discours au Kosovo devant 1 million de Serbes, marquant le 600e anniversaire de la bataille de Kosovo-Polje. Ce discours réveilla le mythe de Kosovo.
l'utilisa pour mobiliser le nationalisme serbe, prépara idéologiquement les guerres qui allaient dévaster les Balkans dans les années 90. La désintégration de la Yougoslavie, les guerres en Slovénie, Croatie, Bosnie, Kosovo furent en partie alimentées par ces mythes historiques conflictuels. Chaque groupe national avait sa propre version de l'histoire, ses propres héros, ses propres victimes, ses propres revendications territoriales basées sur une présence historique médiévale. Le Kosovo, pour les Serbes, restait le cœur sacré de leur nation, le lieu de la bataille fondatrice, la terre des monastères médiévaux. Pour les Albanais, c'était leur terre ancestrale, habitée majoritairement par eux depuis des siècles, et leur droit à l'autodétermination était incontestable. La guerre du Kosovo en 1998 et 1999 se termina par l'intervention de l'OTAN, le retrait des forces serbes, l'administration internationale du Kosovo, puis sa déclaration d'indépendance en 2008. La Serbie ne reconnaît toujours pas cette indépendance. Pour beaucoup de Serbes, perdre le Kosovo, c'est perdre à nouveau la bataille de 1389, revivre la défaite, trahir la mémoire des ancêtres. Cette obsession du passé, cette incapacité à distinguer le mythe de l'histoire, a coûté cher aux Balkans. Les guerres des années 90 ont fait des centaines de milliers de morts, des millions de réfugiés, détruit des économies, laissé des traumatismes intergénérationnels. Et tout cela, en partie, à cause de mythes construits autour d'une bataille médiévale dont les détails réels sont largement inconnus. Parce que la vérité historique sur Kosovo-Polje est fragmentaire. Les sources contemporaines sont rares, contradictoires, souvent écrites des décennies après les faits. Nous ne savons pas exactement combien d'hommes combattirent. Nous ne savons pas précisément comment la bataille se déroula. Nous ne savons pas si Vuk Branković trahit vraiment. Nous ne savons pas si Miloš Obilić assassina personnellement le sultan ou si c'est une invention ultérieure. Ce que nous savons, c'est que la bataille se termina par une victoire ottomane, que le prince Lazare mourut, que la Serbie devint vassale, puis fut absorbée. Mais les mythes ne se soucient pas des détails historiques. Ils se soucient de sens, de cohérence narrative, d'identité collective. Le mythe de Kosovo donna aux Serbes un récit fondateur puissant, une explication de leur histoire tragique, une promesse de rédemption future. Il transforma une défaite en victoire spirituelle, une fin en commencement. Il créa une identité basée sur la résistance, le sacrifice, la fidélité à la foi et à la nation. Les monastères médiévaux serbes, miraculeusement préservés à travers les siècles, témoignent de cette grandeur passée. Studenica, Sopoćani, Gračanica, Dečani, Ravanica. Leurs fresques magnifiques montrent des saints aux yeux profonds, des princes en robe byzantine, des scènes bibliques d'une beauté intemporelle. Ces monastères furent protégés même sous occupation ottomane, parce que les Ottomans respectaient généralement les lieux de culte des dhimis. Ils survécurent aux guerres, aux incendies, aux tremblements de terre. Aujourd'hui, ils sont patrimoine mondial de l'UNESCO, visités par des touristes du monde entier. Mais pour les Serbes, ce ne sont pas que des monuments touristiques, ce sont des lieux vivants, des connexions directes avec leurs ancêtres médiévaux, des preuves physiques que le royaume serbe existait vraiment, que la gloire de Dušan n'était pas un mythe, que Kosovo n'était pas simplement une légende. Quand un pèlerin serbe entre dans ces monastères, embrasse les icônes, allume une bougie, il ne fait pas que prier. Il affirme sa continuité avec le passé, sa place dans une chaîne ininterrompue de générations, son appartenance à une nation qui a survécu à 4 siècles d'occupation. Cette mémoire longue façonne encore la politique balkanique. Les questions qui divisaient les Balkans médiévaux, les frontières contestées, les populations mélangées, les revendications territoriales basées sur une présence historique médiévale, restent non résolues. La Bosnie-Herzégovine est toujours divisée entre Serbes, Croates et Bosniaques. Le Kosovo est reconnu par certains pays, mais pas d'autres. La Macédoine du Nord a des minorités albanaises substantielles. Le Monténégro a une population serbe importante.
Ces divisions reflètent les divisions médiévales, transformées mais non disparues. L'Union européenne essaie de résoudre ces problèmes par l'intégration économique et politique. L'idée est que si tous les pays balkaniques rejoignent l'UE, les frontières deviendront moins importantes. Les conflits historiques seront apaisés par la prospérité partagée. C'est possible. Mais les mémoires sont longues. Les mythes sont puissants. Kosovo reste un sujet inflammable. Chaque année, le 28 juin, jour de la Saint-Vitus et anniversaire de la bataille, des milliers de Serbes se rassemblent à Gazimestan, sur le champ de bataille, pour commémorer leurs ancêtres tombés. Des discours sont prononcés, des chants épiques sont chantés, les drapeaux serbes flottent, l'histoire devient présent. Proposez des sujets pour de nouvelles histoires dans les commentaires et abonnez-vous à la chaîne et mettez un like.